L'invité de Smart Impact, c'est Christophe Donnet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Horizom, créé en 2022 avec Dimitri Guyot et Stéphane Alzey. Alors, votre métier, c'est le bambou, d'une certaine façon. Pourquoi vous avez décidé d'en cultiver en France ? Bien, le bambou existe partout dans le monde, Ouais. mais en fait, il pousse très bien sous nos latitudes. Et donc, Horizom a été créé en 2022 et a vocation de développer cette filière en France avec un triple objectif: séquestrer du carbone, produire de la biomasse, qui est une matière première intéressante pour l'industrie, et également proposer une diversification résiliente et rentable pour les agriculteurs. Oui, ça permet aussi une augmentation de leurs revenus. On va reprendre ces trois thématiques. D'abord, pour savoir, vous nous dites que ça pousse bien. Alors, vous produisez où et dans quelle dimension, quoi, en quelque sorte ? Alors, on produit aujourd'hui essentiellement sur le gros quart sud-ouest de la France, donc de la Vendée. On a des gros projets dans l'Indre où on est en train de développer un projet sur 350 hectares. Et on a aussi des projets qui descendent, on va dire, jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, avec des projets dans les Landes, dans le Gers, en Dordogne. C'est adapté à toutes les régions. Ça pourrait pousser dans toutes les régions françaises ou alors dans le Nord, il fait un peu trop froid. Enfin, je sais pas. Je pose vraiment des questions basiques. Hein. Ça pourrait pousser dans différentes régions. Ouais. Il faut éviter quand même les climats trop froids. Il faut éviter les climats trop secs. Et il y a un enjeu aussi de créer des gisements au niveau territorial pour optimiser les filières et éviter une logistique, on va dire, trop complexe avec un transport. Si on fait faire 3000 km au bambou après leur produit, c'est pas très cohérent en termes environnementaux. En tout cas, quels sont alors, on va parler des trois, mais vous êtes venu avec... Voilà, j'imagine, des éléments qui sont produits à base de bambou. C'est quoi et à quoi ça sert ? Absolument. Alors, en fait, le bambou, c'est comme du bois. Ouais. Dans sa composition chimique, ça ressemble beaucoup au bois. Quand on vient récolter... Alors, relevez-le un peu, sinon on le voit pas. Quand on vient récolter, en fait, on vient récolter des plaquettes de bambou qui ressemblent aux plaquettes forestières qui viennent de nos forêts. D'accord. Donc ensuite, ça, on va pouvoir le défibrer pour, en fait, en faire différents matériaux. Et on va aller sur les mêmes marchés que le bois industrie. Concrètement, on va pouvoir en faire des biomatériaux. On peut par exemple faire des biomatériaux qu'on va utiliser dans la construction. Donc on a des panneaux de fibres, des panneaux de particules. On peut faire des panneaux d'isolants. Okay. On peut en faire également du papier. On a, bien entendu, on peut en faire de la bioénergie. On peut en faire des granulés qu'on va ensuite utiliser sous forme de combustible. Et ensuite, on a aussi tout l'univers, ce qu'on appelle de la chimie du végétal, où on va venir récupérer les composants de la biomasse pour en faire des résines, des polymères, des bioplastiques ou encore des biocarburants. C'est pour ça qu'on parle de mines vertes souvent à propos du bambou ? On parle de mines vertes parce qu'effectivement, c'est une ressource qui est très intéressante, qui a un fort taux de renouvellement et qui va pouvoir venir complémenter la ressource en bois disponible. C'est complémentaire, c'est pas forcément destiné à remplacer, parce que on manque pas de bois en France, à ma connaissance. Si, on manque de bois. En tout cas, on va manquer de bois. Ouais. En tout cas, quand on regarde aujourd'hui les équilibres entre l'offre et la demande, on voit un déséquilibre croissant avec une demande de plus en plus importante. Mais pourquoi ? Parce qu'on va demander de plus en plus de biomasse, notamment. C'est pour ça que vous dites à l'avenir, on va manquer de bois ? C'est ça. En fait, si on prend juste un petit peu de recul et qu'on regarde... comment est-ce qu'on va décarboner notre économie jusqu'à 2000 ? Enfin, l'objectif, c'est 2050. On a deux leviers. Il faut qu'on double les puits de carbone et en même temps, il faut qu'on réduise par 5 les émissions. Donc, les puits de carbone, c'est nos forêts. Et les émissions, en fait, c'est divisé par 5 les émissions. On va le faire avec plus de sobriété et également... en changeant notre façon de se nourrir, notre façon de vivre, notre façon de produire. Et donc ça va se faire via le développement de ce qu'on appelle la bioéconomie. Et aujourd'hui, le bambou a tous les atouts pour être au cœur de cette révolution de bioéconomie. Pardon de vous interrompre. Est-ce que c'est plus respectueux de l'environnement de cultiver du bambou que le bois, par exemple ? Est-ce que si on essaye de comparer, si on produit la biomasse venue du bambou ou les autres ? Alors, c'est pas complètement comparable en termes de culture, parce que la forêt, c'est une exploitation forestière sur les terres forestières, là où nous, on vient remplacer, ou en tout cas diversifier des surfaces agricoles. Donc, quand on s'intéresse concrètement à la culture, on a une culture qui est intéressante, parce que c'est une culture pérenne qui ne demande pas de travail du sol.
c'est une culture qui demande peu d'intrants, c'est une culture qui ne demande pas de pesticides. Ouais. Donc de ce point de vue-là, et c'est une culture qui a un taux de croissance très rapide et donc qui va venir séquestrer du carbone naturellement, rapidement. Mais est-ce qu'elle a besoin de beaucoup d'eau, la culture de bambou? Ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau, mais ça a besoin d'eau parce que c'est une culture à vocation productive et donc pour avoir de la production, on a besoin d'eau. Ouais. Et nous, on travaille aussi beaucoup sur les impacts environnementaux de la culture et on a des impacts qui sont très positifs. On a des impacts sur le sol parce qu'on a un taux de renouvellement racinaire, une chute des feuilles, ça crée de la biomasse. Donc en fait, c'est très bon, ça crée de la matière organique pour les sols et ça vient rétablir la fonctionnalité des sols. On a des impacts positifs sur le cycle de l'eau parce qu'on vient structurer le sol, limiter l'érosion. Et ça permet également, au même titre que la forêt, de recréer de l'évapotranspiration. Donc ça vient régénérer les sols. Et on a des impacts positifs en termes de biodiversité. On nous pose souvent la question. Ouais. En fait, quand on prend soin du sol, en fait, on vient aussi développer toute la vie microbienne dans le sol. Mais une bambousaie, c'est aussi un habitat adapté pour des oiseaux, des insectes. C'est une culture persistante, donc ça crée des corridors écologiques sur les territoires entre des zones de biodiversité. Et donc, globalement, c'est une culture qui va pouvoir créer et générer des services qu'on appelle des services écologiques ou écosystémiques. Ouais. Vous l'avez évoqué, la France doit multiplier par 2 ses puits de carbone pour tenir les objectifs de neutralité de 2050. Donc là, on va parler de séquestration de carbone. Hein, une exploitation de bambou, à quel point ça participe à la séquestration du carbone? En fait, la séquestration carbone, elle est complètement fonction de la quantité de biomasse, donc aérienne et souterraine, sur un projet. Ouais. Donc, c'est le même mécanisme que la forêt. C'est de la photosynthèse avec du CO2 qui est séquestré dans la plante. Donc c'est une séquestration qui est absolument nécessaire. Et ce qui est intéressant quand on réfléchit à la forêt, c'est qu'aujourd'hui, nos forêts, en fait, elles sont victimes du dérèglement climatique. On a des sécheresses, on a du stress hydrique, on a des incendies, on a des maladies. Et donc aujourd'hui, on demande à la forêt d'avoir ce rôle de puits de carbone et en même temps on la sollicite pour sa ressource. Et ça, c'est des objectifs qui seront contradictoires. Donc avoir une ressource avec un taux de renouvellement qui est beaucoup plus rapide que celui de la forêt, parce que nous, on récolte le bambou annuellement une fois qu'il est à maturité, par rapport à une forêt où on vient récolter tous les 30, 40, 50 ans, c'est très intéressant. On va réussir à apporter une ressource complémentaire et on va réussir à baisser la pression qui existe sur la forêt. Ouais. Mais ça veut dire que pour les agriculteurs qui intègrent cette culture, c'est des crédits carbone qui vont pouvoir monétiser d'une certaine façon? Alors aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de développer cette culture-là. Alors, donc pour développer cette culture-là, il faut que la culture soit rentable pour les agriculteurs. Et donc effectivement, nous, on utilise tous les mécanismes à notre disposition pour que cette culture elle soit le plus rentable. On certifie nos projets pour effectivement générer des crédits carbone, mais derrière, et des certificats carbone, mais derrière, il y a d'autres possibilités. Il existe des paiements pour services écosystémiques, par exemple, pour valoriser le fait que cette culture, elle apporte beaucoup de co-bénéfices et de services écosystémiques. Et donc ça a une valeur en soi, en fait. Ouais. Production de biomasse, vous avez commencé à l'évoquer, mais il y a toujours cette question quand on parle de biomasse, à quoi on utilise nos terres agricoles? À produire pour que nous, on soit nourris, et aussi éventuellement un peu les animaux, ou alors pour produire de la biomasse pour faire de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Donc là, ça va venir dans une rotation, ça va remplacer des cultures alimentaires? Alors, ça ne va pas venir dans une rotation parce que c'est une culture pérenne. Donc, quand on plante du bambou, on en plante pour 30, 40, 50 ans. En revanche, on assiste aujourd'hui à une mutation du monde agricole avec une modification des assolements. Et aujourd'hui, le modèle agricole, pour devenir plus résilient, il a besoin d'évoluer et on a besoin d'aller vers plus d'assolements. Donc, l'exploitation résiliente et rentable de demain, elle permet de produire de la nourriture pour notre souveraineté alimentaire, mais elle permet aussi de produire des matières premières qui sont essentielles pour décarboner tous les autres secteurs. On ne peut pas faire les deux en même temps sur la même terre. Non, on ne peut pas faire les deux en même temps, mais aujourd'hui, il y a une modification qui est nécessaire. Et quand on regarde aujourd'hui les surfaces agricoles en France, on a 2/3 des surfaces agricoles qui sont utilisées, ou 64% exactement, pour l'alimentation animale. Et on sait qu'on va devoir baisser
la part de l'alimentation. Là, je vous donne le point, on est d'accord. Donc en fait, ça va libérer aussi des millions d'hectares. Et ces millions d'hectares, il va falloir faire un choix de dire qu'est-ce qu'on en fait. Et notre choix, c'est de se dire, il y a une partie de ces hectares qui va aller vers des cultures non alimentaires, pas seulement le bambou. Le bambou, c'est une ressource qui est très intéressante, mais il y en a d'autres. On a le lin, on a le chanvre. Toutes ces ressources, c'est des ressources qui vont être des bioressources pour cette nouvelle bioéconomie qui va peu à peu remplacer des produits d'origine fossile. Dernière question sur les perspectives. Là, vous nous dites, vous êtes mono-bambou en quelque sorte, ou alors vous commencez à réfléchir à d'autres cultures justement. Pour l'instant, on est focalisé sur le bambou, parce que nous, on travaille sur toute la filière. Donc on a notre pépinière où on développe nos propres plants dans les Landes. Ensuite, on développe en partenariat avec des agriculteurs et sur nos propres projets des plantations pour cultiver le bambou et produire de la biomasse. Et ensuite, vient tout l'aval de la chaîne de valeur avec toute la transformation à optimiser. Donc on a déjà largement suffisamment de travail. Merci beaucoup Christophe Donnet et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre Zoom. On va parler du WWF et de ses actions. Ça rejoint un peu ce dont vous nous parliez de lutte contre la déforestation.